Ça nous permet d'avoir une vitrine aussi pour la France. Alors vitrine qui est parfois un peu saccagée, vous racontez une scène épique, parce que évidemment tout le monde s'imagine Roselyne Bachelot dans la même salle où Corinne Maziero se met à poil, comme vous dites dans le livre. Pour mon sang, je suis ménopausé, moi. Maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà. Je pense qu'on pourrait en faire un film. Vous savez, aller déjeuner avec Nicolas Sarkozy, c'était quelque chose. Quel président avez-vous préféré servir ? Sur le plan affectif, c'est Jacques Chirac. La France est en train de changer à une vitesse considérable. Bonsoir à tous et bienvenue sur VA+. Je suis extrêmement content de vous retrouver, ça faisait longtemps, pour un nouveau numéro de Un verre avec. Et je peux vous dire aujourd'hui que je vous gâte puisque j'ai une invitée exceptionnelle, et je pèse mes mots, Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture, ancienne ministre de la Santé, mais surtout écrivain à succès. Puisque Roselyne Bachelot a publié, figurez-vous, il y a quelques semaines ce livre qui s'appelle 682 jours, le bal des hypocrites chez Plon. Et dans un marché du livre complètement atone où personne ne réussit à vendre de bouquins en France, et Roselyne Bachelot en vend des camions entiers. Bravo Roselyne, et c'est mérité parce que ce livre est extrêmement piquant. Comment on fait pour écrire un best-seller, Roselyne Bachelot ? Comment on fait pour écrire un best-seller ? On ne sait jamais si on va écrire un best-seller. D'abord, je crois que la plupart des livres politiques sont en général pas écrits par les auteurs incriminés, et que tout ça fait une écriture assez plate. C'est un peu de la bouillie mâchée. Moi, j'ai une particularité, c'est avec quelques autres, je ne suis pas la seule, mais d'écrire mes livres. Et je crois que ma personnalité, qu'on peut aimer ou pas aimer, mais qui est une personnalité détonnante, surgit dans le livre. Et alors, franchement, c'est tout à fait vrai, ça, cet aspect-là du livre, parce que c'est drôle, c'est piquant, c'est vachard, c'est cultivé, c'est fin. Il y a de l'expertise, parce que vous connaissez très bien comment on pilote l'État. C'est documenté. Moi qui ai la chance de vous connaître un peu, parce qu'on se croise de temps en temps sur quelques émissions, j'ai vraiment retrouvé votre personnalité et l'authenticité, entre guillemets, de votre personnalité. Merci. Vraiment, je recommande la lecture. Alors en plus, c'est sur une période quand même assez particulière qui est le confinement, et sur un milieu non moins particulier qui est celui de la culture. On apprend énormément de choses. Bon, je vous avoue que moi, la partie que j'ai trouvée la plus excitante et prégnante, c'est la partie où vous parlez du milieu de la chanson française et du milieu du cinéma, puisque vous racontez notamment, entre autres scènes, la manière dont Clara Luciani a été assez ingrate à votre égard. Vous avez insufflé des milliards dans la culture pour qu'elle surmonte et enjambe le confinement et les salles vides. Et Benjamin Biolay aussi a été assez ingrat. Et vous parlez aussi du milieu du cinéma très subventionné, avec vous révélez par exemple les cachets de Daniel Auteuil dans des films qui ne marchent pas forcément très bien et subventionnés. Vous n'avez pas eu peur de vous attaquer à ce monstre sacré, à ce domaine un peu sacré qu'est la culture populaire en France ? Oui, mais c'est aussi signifiant de ce qui se passe dans la culture française. Alors, je ne voudrais pas que ce que vous dites me fasse penser à ceux qui nous écoutent que je condamne ce système. Parce que, en particulier pour le cinéma, qui est une véritable industrie, même si on va jamais voir un film, c'est quelque chose qui apporte de la substance. Vous savez, l'industrie culturelle, ça rapporte beaucoup plus que l'automobile ou que l'aéronautique. On l'oublie. Donc, il ne s'agit pas de scier la branche sur laquelle on est assis, alors que tout le monde brame pour relocaliser les industries, quelles qu'elles soient, dans notre pays. Les industries culturelles, ça en fait partie. Donc, moi, ce que je condamne, ce qui m'a un peu irrité, c'est de voir qu'on a maintenu ce milieu à flot avec de l'argent public, 15 milliards d'euros pendant cette période déversés sur la culture. On a bien fait, on a gardé nos structures. Moi, je ne demande même pas qu'on me dise merci, simplement qu'on ne me crache pas à la figure. Vous voyez, je ne mets pas un niveau d'exigence très très élevé. Je n'ai pas un niveau d'exigence très élevé.
Et qu'est-ce que vous avez voulu faire en écrivant ce livre, justement? C'était de donner aux gens les arcanes un peu de ce milieu-là. C'est aussi quand même une grande défense de l'investissement public dans le monde de la culture. Vous expliquez que, par exemple, les gens connaissent le loto du patrimoine. C'est très bien ce que fait Stéphane Bern, et vous racontez aussi votre relation avec Stéphane Bern, mais que les sommes en jeu dépensées par la rue de Valois, là où siège le ministère de la Culture, sont bien supérieures. Sont inversement proportionnels au battage médiatique. Exactement. Oui. J'ai voulu faire cela, je l'ai fait après chaque fonction ministérielle. Vous rappeliez mes fonctions à l'écologie, à la santé, au sport, aux affaires sociales, à la culture. Je trouve que quand on est rentré dans le ventre du monstre, quand on est rentré dans l'appareil d'État, qui est horriblement complexe, qui est à la fois fascinant et facteur de répulsion, on a des sentiments partagés, je trouve qu'il est important de faire un retour d'expérience, de dire voilà comment ça se passe, ce que j'ai réussi, ce que j'ai raté. C'est pas un livre à ma gloire, j'ai assez de force pour même me moquer de moi-même. Mais oui, vous racontez certains arbitrages que vous perdez. Voilà, exactement. Des réunions auxquelles vous assistez, les gens vous délégitiment d'être à ces réunions. Non, mais c'est vrai. Mais ce que je veux, oui, c'est ce retour d'expérience, parce que je pense, peut-être naïvement, que ça peut servir. Hein. Et qu'en tout cas, ce livre, il est maintenant dans le comité d'histoire du ministère de la Culture. Un ministre se doit de faire cela. Je me disais même, mais pourquoi c'est pas systématique? Alors, peut-être pas sous forme d'un livre, parce que les gens plus ou moins un goût, ça, mais sans que ce soit une commission d'enquête vindicative, les ministres qui quittent leur fonction pourraient dire, voilà, le Parlement pourrait servir à ça, dans ce contrôle de l'action publique. Dites-nous, racontez-nous de façon décontractée, comment ça s'est passé? Alors, on a quand même l'impression, après on va parler des autres thèmes du livre, mais on a quand même l'impression concernant, le show business, on va dire, cette formule un peu ringarde, mais pour englober tout le monde, qu'il y a quelques enfants gâtés là-dedans. Bon, on a décidé depuis très longtemps d'avoir cette culture subventionnée. Et ça a traversé la gauche et la droite. Savez-vous que le fameux Centre national du cinéma et de l'image animée, en fait, personne ne le dit, a été fondé par le régime de Vichy. Alors évidemment, on a changé les noms en 1946 parce que c'était un peu sulfureux, mais la politique d'aide au cinéma a été fondée par le régime de Vichy. Il en est de même du régime de l'intermittence. On présente ça comme une conquête sociale des syndicats, Macache. Ça a été fondé par le patronat. Quand l'industrie cinématographique est devenue une industrie, quand le cinéma est devenu une industrie, il était très difficile de trouver du personnel formé. C'était l'époque du plein emploi. Des menuisiers, des décorateurs, des tapissiers ne voulaient pas quitter des emplois pérennes pour des emplois intermittents. Et c'est le patronat qui a créé l'intermittence. Et ça m'a toujours amusé de voir certains syndicats de gauche défendre ce régime en disant c'est une conquête sociale. Eh bien non. Vous savez, quand on s'intéresse à l'histoire des structures, on a toujours des découvertes. Mais c'est vrai que ça nous a permis d'avoir un réseau culturel extraordinaire, et en particulier pour le cinéma. On a une industrie cinématographique, on a le plus beau réseau de salles de cinéma d'Europe, et ça nous permet évidemment d'avoir une vitrine aussi pour la France. Alors vitrine qui est parfois un peu saccagée, vous racontez une scène épique, parce que évidemment tout le monde s'imagine Roselyne Bachelot dans la même salle où Corinne Maziero se met à poil, comme vous dites dans le livre, avec en guise de boucles d'oreilles des tampons hygiéniques usagés. Et qui fait son numéro un peu de syndicaliste. Il y a quand même des gens qui parfois dégradent un peu la fonction. Oui, bon, l'art, la culture... On parle de la cérémonie des Césars, pour ceux qui avaient pas reconnu la scène. La culture a toujours un aspect disruptif, truculent, des spectacles hardcore. On en a quand même vu un certain nombre, en particulier dans les théâtres subventionnés. Certains ne sont pas sans talent, d'autres sont des échecs. Mais en tout cas, j'ai une force, je crois, en politique, c'est que j'arrive à mettre toujours un pas de côté,
quand la chose devient trop insupportable, je me dis finalement, c'est un spectacle que je vais regarder. Et dans cette scène qui était absolument inouïe, la scène des Césars de 1921, de 2021, je vais quand même pas trop remonter là, de 2021, je pense qu'on pourrait en faire un film. Je sais pas si vous avez vu Une nuit à l'opéra de Groucho Marx. Je pense qu'on pourrait... tous les personnages, Marina Foïs qui jette une crotte de chien follement drôle, de jeter une crotte de chien dans la salle, et puis on a vu des gens ânonnés, on a vu des choses extraordinaires. Alors le point d'orgue a certainement été Corinne Maziero, avec les fesses à l'air, les tampons hygiéniques sur les oreilles, Ranlard, Jean. Pour Jean Castex. Pour Jean Castex. On a eu le numéro des 2 syndicalistes CGT sur la scène. C'était affreux, c'était la nuit des morts vivants, venant annoncer un texte sur une feuille de papier. Les lunettes sont tombées sur la scène. Mais il y avait toute une série de gags. Enfin... C'était aussi pénible, outre que c'est le moment où j'ai été contaminé par le Covid. Donc vous avez eu un Covid sévère en plus. Oui, où j'ai été contaminé par la Covid. Donc c'était une soirée intéressante, mais je me suis beaucoup amusé. Et là, je me suis dit, mais vraiment... Le cinéma survit en France grâce à des aides publiques massives. Nos acteurs sont très bien payés. Est-ce qu'on pourrait simplement laisser le ministre de la Culture sur sa chaise ? Voilà, c'est tout. À propos du cachet des acteurs, moi j'ai découvert ça aussi. Vous comparez les cachets de Marie-Lou Berry, par exemple, et de Daniel Auteuil à ceux de Joaquin Phoenix et je ne sais plus quel acteur américain très connu qui... Benicio del Toro. Voilà, pour son rôle de Che Guevara. Oui. Et en fait, on découvre effectivement que les acteurs français n'ont pas trop à se plaindre de leurs émoluments. Non, mais c'est très bien. Moi, je veux bien me faire comprendre, je continuerai à défendre ce système parce qu'il est finalement, quand on regarde... La colonne des bénéfices et de ce que ça coûte, c'est bien. Non, mais disons qu'en tout cas, ce système n'empêche pas un peu de gratitude, justement. Voilà. Alors bon, on est quand même là aussi pour parler de vin. On va évidemment continuer à parler du livre de Roselyne Bachelot, mais je vais tenter d'essayer d'expliquer pourquoi j'ai choisi cette bouteille. La Coulée de Serrans, qui est peut-être le savonnière le plus fameux de 2015. J'ai un peu lutté pour la trouver parce que ça se trouve pas partout dans Paris. C'est une très belle bouteille, on peut le dire. Voilà, Nicolas Joly, vigneron, c'est sa fille maintenant, je crois, qui fait le vin. Vous avez connu le patriarche. C'est le savonnière dans son expression la plus pure et la plus élaborée. C'est-à-dire que c'est un vin de garde. C'est rare de pouvoir garder du blanc et avec la Coulée de Serrans, même 2015, c'est pas un infanticide, mais c'est presque jeune pour le boire. Vous voyez une robe où effectivement le temps a fait son travail pour donner des belles notes un peu cuivrées et orangées. Et c'est d'une richesse et d'une exubérance presque aromatique qui ravirait beaucoup de gourmands. Est-ce que, Roselyne, vous pouvez nous parler justement de cette cuvée que vous connaissez très bien ? Alors, je connais bien la Coulée de Serrans. Je me permets de goûter pendant ce temps-là. C'est un vin très ancien. Quand on regarde l'histoire de l'Anjou, c'est un vin qui remonte à l'an 1000, quasiment. Exactement. En fait, c'est des moines cisterciens qui ont planté des vignes là-bas dans les années 1100. Voilà. Et... il y a ce château qui s'appelle La Roche-aux-Moines, que j'ai bien connu, parce que celui qui a racheté la propriété de La Roche-aux-Moines, ce château, c'était un chirurgien. Un chirurgien, le docteur Joly, que j'ai bien connu, qui officiait à la clinique Saint-Léonard à Angers, et qui a en quelque sorte ressuscité la Coulée de Serrans et qui l'a dynamisé. Alors c'est du Chenin Blanc pour ceux qui veulent savoir ce qu'est le cépage. Ce qu'est le cépage. C'est du Chenin Blanc. C'est un monocépage, la Coulée de Serrans. Et c'est vraiment un vin très précieux, très rare. Je conseille alors boire ce vin. On peut le boire à l'apéritif. Je trouve que c'est une très bonne idée. Évidemment, on peut le boire sur un foie gras.
parce que je pense que Bien sûr, ça vaut à... ça vaut à Sauternes ou à Montbazillac. Ouais. Oui, il y a pas mal de cycles résiduels d'ailleurs, mais sans être autant moelleux que... Et qu'un troisième Sauternes. élément sur lequel on pourrait le boire, alors ce sera peut-être plus détonnant, ceux qui nous écoutent ne seront peut-être pas d'accord, mais sur un fromage pâte persillée, Vous nous donnez faim, là. un gorgonzola, un roquefort, une fourme d'Ambert, je crois qu'on peut tenter le coup. Mais d'ailleurs, dans le livre, on sent que vous êtes une bonne vivante, parce que de temps en temps, vous notifiez des repas sympathiques avec François Hollande, avec, Ah oui, oui. avec d'autres. Vous félicitez François Hollande d'avoir fait revenir le fromage Exactement. à Ah bah non, mais l'Élysée. vous savez, aller déjeuner avec Nicolas Sarkozy, c'était quelque chose parce que il avait un Fromage blanc, bol de ouais. fromage blanc aux fraises, vous avez peut-être vu ça. Et Exactement. franchement, les gens qui étaient au bout de la table mangeaient pas de dessert tellement ça allait vite. C'était Bien en sûr. 50 minutes, c'était plié. Donc quand François Hollande m'a demandé de faire partie du jury qui désignait sa meilleure photo de presse, Oui. on avait un déjeuner avec lui. C'était d'ailleurs très sympa avec un certain nombre de personnalités, Pierre Lescure par exemple. Et évidemment, là, j'ai vu revenir alors des plats roboratifs, une vraie entrée, une viande en sauce, avec au besoin des pommes de terre sautées, un plateau de fromage, et alors un dessert qui n'était pas trois bouts d'orange qui se battaient en duel sur l'assiette. Non, genre Charlotte au chocolat entourée de crème anglaise. Ouais. Je dois dire qu'il y a ce genre de repas. Là, il y a aussi chez Gérard Larcher, le président Oui. du Sénat. Ah bah, vous racontez aussi un On repas, est sur- un repas avec lui où effectivement vous êtes bien reçu. Et c'est vrai que c'est une des meilleures tables de la République, la Et présidence du avec Sénat. une cave, Et une, justement. et une très belle cave. Quoi. Très belle vous cave. Vous souvenez ce que vous aviez bu d'ailleurs avec l'Archer ou pas Oh, j'avais bu un Bourgogne. C'était pas un Chambertin, bien sûr, parce que là quand même. Mmh. Une belle je- appellation, oui, un beau millésime. oui, oui, je me rappelle plus, mais c'était un Bourgogne très charpenté, un beau corsage, comme Voilà. on dit. Alors, L'énologie. d'ailleurs, on en parlait un peu en antenne tout à l'heure. Il y a un espèce de climat, évidemment, parmi les dérives de l'époque, que à l'heure actuelle contribue à dénoncer régulièrement, en vigie de la bonne chair et des bonnes habitudes. Il y a un climat, effectivement, aujourd'hui qui est un peu compliqué pour les vignerons. Alors, évidemment, ceux qui ont Nicolas Joly, la coulée de Serran, ça, il n'a pas de problème à écouler son vin parce qu'il est très réputé et très connu, et c'est d'ailleurs tout à fait mérité. Mais il n'aura échappé à personne que les Français boivent moins de vin au restaurant, que le vin est assez stigmatisé. Vous me racontiez tout à l'heure une campagne du ministère de la Santé qui vous avait marqué. Oui, Comment- elle passe en ce moment sur les écrans. Alors, d'ailleurs. comment concilier, vous qui êtes d'ailleurs docteur en pharmacie, santé publique et quand même respect de ce breuvage qui est quand même... bon, enfin, moi, Le vin fierté fait française, partie absolument. de notre tradition, de notre culture. Il faut le protéger. C'est un patrimoine. La ministre de la Culture est la protectrice du patrimoine et le vin en fait partie. Il est d'ailleurs très souvent associé à des grandes propriétés de prestige, des châteaux. Il y a des routes des vins qui sont absolument Bien sûr. magnifiques et qui se déroulent dans des patrimoines magnifiques. Ça permet Alors, d'entretenir d'ailleurs ce patrimoine. Absolument. Et quand on est sur la route des vins en Alsace, par exemple, c'est un ravissement absolu. Bon, bien sûr, le vin en excès, on est en ce moment dans une période où justement on revient sur les accidents liés à l'abus des drogues psychotropes. Le vin, l'alcool est un psychotrope, il doit donc être utilisé, être bu avec une modération extrême. Faire en sorte que si on a bu 2 verres de vin dans un repas, ben on prend pas sa voiture tout de suite, on prend des dispositions, 2 ou 3 verres de vin. Mais quand on sait tout cela, on va pas Privé. s'enivrer avec de la coulée de Serran. On en boit. Je vous déguste, citais Talleyrand qui disait Oui. comment fait-on quand on vous sert un grand vin? Il disait on le regarde. On le sent sur les 2 narines, parce que c'est pas les mêmes fragrances sur la narine droite et sur la narine gauche. C'est vrai. Comment, Tugdual, comment vous le décririez, ce vin, dans les fragrances qu'il dessine? Bah, comme il est, comme je disais tout à l'heure, déjà un peu élaboré en termes d'âge, il est oxydatif, il y a un peu de madérisation.
Et forcément, ça apporte des notes de fruits confits. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la Et un peu boisé aussi. Hein. Et voilà, il y a de l'élevage, entre guillemets. On n'est pas sur de la vivacité, on n'est pas sur des agrumes très toniques, on est beaucoup plus voilà, sur des fruits mûrs, alors des fruits du blanc, hein, évidemment, pas de la cerise noire, mais on est vraiment sur, on voilà, est sur de l'angélique, du coin. Exactement, confit, du coin. Du coin, ça c'est tout à fait évident. Et vraiment confit, et avec cette longueur en bouche propre au vin bien vinifié et bien élevé. Et puis, il est très bien travaillé. Voilà, alors bon, nos verres sont un peu minables, hein, on va pas se mentir. Mais il faut un beau verre pour savourer. On voit par exemple. Il est un peu épais, oui. Ouais, voilà. Non, mais on voit quand même, même si les verres sont pas terribles, on voit en regardant ces larmes, comme on appelle, qu'elles coulent très lentement parce que. Voilà, moi j'appelle ça des jambes. Ah. On peut appeler ça aussi des jambes, ouais. Et donc, c'est le signe d'un vin qui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, qui a pas mal de sucre résiduel et qui est riche. Mais bon, moi, j'avoue que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les vins, même gras, hein, c'est pas un défaut dans le vin. Qu'est-ce que vous buvez, vous? Alors, Étalé-Range je termine, disait. Oui. Ensuite, quand on l'a regardé, qu'on l'a senti, il disait, on le pose et on en parle. Ouais. Non, ce qu'on a fait. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous buvez comme genre de vin, Rosine? Que des vins des pays de la vallée de la Loire? Non, pas du tout. Je bois un peu de tout. Je suis assez Bordeaux. Ouais. Je suis assez Bordeaux parce que je trouve que je le supporte mieux en boisson, je dirais, classique. Je prends volontiers un verre de Bordeaux. Mais, ma mère était une fanatique du Bourgogne. Et je dois dire que quand je suis né, elle a fait mettre en bouteille du pommard. Sympa. Du pommard 46. C'était une bonne année. C'était une bonne année. Plusieurs centaines de bouteilles, elle avait fait mettre. Ah oui, elle fait ça bien. Ah oui. Moi, je veux bien changer de maman. Et on a bu, je pense qu'on a bu les dernières bouteilles de pommard à mon mariage. Énorme. Voilà. Énorme. Avec un producteur qu'elle connaissait. Oui, c'est ça. D'accord. À l'époque, mes parents habitaient dans le Cher, donc ils jouxtaient toute cette vallée du Rhône. Et ça, ma mère était une fan. Pour elle, le pommard, c'était le roi des vins. Alors vous avez une histoire aussi politique, entre guillemets, avec le milieu du vin. Quand vous deviez être oratrice de votre groupe politique pour la loi tabac-alcool. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote et puis les conséquences qui ont suivi? Parce que vous m'aviez déjà raconté aussi, ça vous le racontez pas dans le livre, mais une fois vous m'avez raconté que vous étiez retrouvé comme un lapin à une réunion de chasseurs devant des vignerons suite à des prises de position qui les avaient oui, c'était une histoire. Alors, dérangés. Moi je suis donc pour l'interdiction de la publicité et j'ai donc, seul contre mon camp, voté la loi tabac-alcool, ce qu'on appelle la loi Évin. Et j'étais, parce que j'avais un poste c'était l'époque de la gauche, mais j'avais un poste important à la commission des affaires sociales. Et donc, j'avais été très naturellement choisi comme l'orateur du groupe. Et puis, on m'a expliqué, mais quelques heures avant de monter à la tribune, j'avais préparé mon discours, très bien. On m'a retiré mon rôle d'orateur du groupe et on l'a confié à un député de la région de Cognac. Ouais. Mais, évidemment, en Maine-et-Loire, avec mes viticulteurs, parce que quand même l'Anjou est la 3e région viticole de France, je n'omets jamais de le rappeler. Et puis c'est un territoire, un terroir même, qui est plutôt en hausse, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Parce qu'il n'y a pas la coulée de Séran, il y a le Champigny, il y a des... Il y a des très grands saumures Champigny, le Clos Rougeard par exemple. Délicieux, il y a des créments qui valent bien des champagnes. Ouais, et puis Saumur est vraiment... la région de Saumur, voilà. Oui, d'ailleurs, vous avez mentionné le cépage majoritaire du blanc dans la Loire, qui est le Chenin. Le Chenin est vraiment un cépage qui est en pleine expansion, parce que les gens comprennent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vignerons qui savent explorer toute la subtilité du Chenin. Et aujourd'hui, il y a des très très grands saumures blancs. Oui, et puis les vignerons angevins ont fait énormément de progrès dans les techniques de la vinification. Et c'est vraiment très bien. Mais alors, justement, vous vous retrouvez la loi tabac-alcool passe. Je suis
Une fois de plus, je me trouve seul à la voter dans le groupe RPR. Et là, le président du CIVAS, du comité interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur, Monsieur Renoux, qui est décédé maintenant, m'interpelle violemment et me dit « Oui, vous allez ruiner la viticulture angevine ». Et donc, il m'invite à une réunion contradictoire où je passais en jugement. C'était un espèce de hangar. Il y avait des centaines de vignerons ou de familles de vignerons dans une atmosphère enfumée. C'était l'époque où on pouvait encore fumer dans les salles de réunion. Et j'arrive sur la scène et René Renoux se tourne vers moi et me fait « Madame le fossoyeur de la viticulture angevine, bonsoir ». Et là, je lui ai dit, parce qu'il était viticulteur dans un terroir d'Anjou magnifique qui s'appelle le Bonzo. D'accord. Un vin délicieux, qui est un vin aussi un peu liquoreux, moins cossu que la coulée de Séran, mais un très très bon vin. Et je lui ai dit, Monsieur Renoux, je prends l'engagement, à la fin de la période commerciale, vous me direz les bouteilles que vous n'avez pas vendues et je prends l'engagement de toutes vous les acheter. Et on a eu des coups de téléphone avec Monsieur Renoux. Il m'a dit non, je les ai toutes vendues. Comme quoi, malgré l'absence de publicité. Évidemment, le bon vin, le vin de garde et les excellents vins d'Anjou, ça se vend très bien. Et aucun vigneron, à l'heure actuelle, n'a l'idée de remettre en cause cette législation. Mais en revanche, est-ce que l'État, alors bon, moi je suis plutôt libéral, j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas tout attendre de la puissance publique, mais est-ce que quand même l'État, par une politique même culturelle, entre guillemets, de Gramsci œnologique, pourrait aider la filière qui va mal ? Moi, je crois qu'on peut aider la filière. Bien sûr, d'abord, il y a des questions... Ça ne vous dérange pas, Roselyne, moi je vais me resservir. Oui, il y a des questions de santé publique et il faut les traiter. Et je pense qu'il est tout à fait possible, et ça se fait d'ailleurs, d'abord, de permettre tout ce qui est la science sur la vinification, sur tout ce qui est... comme à l'école de Bordeaux. Voilà, il faut évidemment pousser cela et ne pas dire que les politiques de santé publique doivent amener un amoindrissement de la recherche en ce domaine. Et puis, sur la commercialisation, parce que ça, c'est le rôle de l'État, de soutenir les filières dans la commercialisation. On est très, très, très attaqué par, évidemment, la Chine maintenant, qui a planté beaucoup de vignes. Les pays d'Amérique du Sud et d'autres encore, il faut mener une politique de commercialisation, d'aide à la commercialisation. Oui, d'autant que les autres pays travaillent bien. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on sait faire du vin en Afrique du Sud, on sait faire du vin en Australie, on sait faire du vin aux États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous assure, il y a certains vins d'Argentine qu'on m'a fait goûter qui sont des vins blancs d'Argentine qui sont absolument délicieux. Petit quiz, est-ce que vous connaissez le cépage majoritaire du rouge en Argentine ? Pas du tout. C'est le Malbec, qui est le même cépage qu'on utilise à Cahors. Voilà. Pardon pour ce petit quiz inopiné. Donc, dans ce livre absolument passionnant, qu'on ne lâche pas parce que... Alors, c'est présenté sous forme d'un journal. Vous racontez donc vos 682 jours. Et je peux vous dire qu'il se passe des choses intéressantes tous les jours dans la vie de Roselyne Bachelot. Moi, il y a quelque chose qui m'a assez interpellé, c'est que, évidemment, puisque la pandémie et le contexte sanitaire de ce livre, quand même, à plusieurs moments, vous êtes assez critique sur les hygiénistes ou les enfermistes. Vous évoquez les techno-sanitaro-cinglés. Ça, c'est du Roselyne Bachelot dans le texte. Hein. Il n'y a que ce genre d'expression dans le livre. Et pour tout le monde, vous ne serez pas déçus. Ou encore, plus loin dans le livre de mémoire, la camarilla des intégristes sanitaires. Et en même temps, vous racontez aussi une scène où vous êtes assez fâché, vous êtes dans le sud-ouest parce que on est au cœur du pic de contamination et les gens portent pas le masque et vous réclamez à l'organisateur de cette cérémonie de faire mettre le masque aux gens. Vous voyez déjà que j'ai bien lu quand même votre livre. Et ça change de certaines interviews, je le reconnais. Donc voilà, quelle est votre position là-dessus sur Alors, c'est toujours
très compliqué parce que ce qui a été cherché, c'est d'éviter les mouvements de masque. La- Le masque et la plume. Voilà, c'est ça. Le lapsus est significatif de masse. C'est-à-dire d'éviter les rassemblements où les contaminations, évidemment, se multiplient. Mais, évidemment, ça devient un tic verbal chez moi de dire évidemment, il faut que je me corrige. C'est votre côté France Gall. Évidemment. Quittons le rugby, ça nous a pas porté chance. C'était pas les mêmes. Donc, en voulant éviter les mouvements de masse, les mouvements de contamination, les mouvements de rassemblement, on a voulu avoir des politiques générales de confinement. Et c'est d'ailleurs très curieux parce que il y avait des institutions comme par exemple les musées. Franchement, les musées, au pire de la pandémie peut-être, mais on pouvait les réouvrir. Mais la solution était que si on le donne aux musées, immédiatement on va avoir des demandes reconventionnelles ailleurs. Et c'était vrai d'ailleurs. Si on ouvrait les musées, il fallait ouvrir les cinémas, il fallait ouvrir les théâtres, il fallait ouvrir les concerts debout. Et les Français, ils ont soif d'égalité. Et il ne pouvait y avoir que des mesures générales. Outre que c'est vrai que c'est un peu compliqué de dire on va prendre des mesures de confinement spécifiques sur telle structure et pas sur d'autres. Donc les mesures générales ont été privilégiées, elles se défendent. Moi, mon boulot, c'était d'essayer d'en tirer le maximum. Et j'ai eu souvent l'impression de me heurter à un mur, de ne pas arriver à faire bouger des intégristes. Voilà, mais ce mur, c'est quand même le mur de la technocratie française. C'est le mur des gens qui prennent des décisions sans avoir été élus de terrain, sans forcément peut-être s'adresser aussi à l'irrationalité quoi, de la personnalité humaine. Oui, je ne dirais pas ça comme ça non tout à fait. Je dirais que effectivement, la santé et le vivre ensemble, c'est pas seulement une question technique. Je déplace un tout petit peu la focale de cette chose. Je pense que moi, se rencontrer, vivre ensemble, c'est aussi un facteur de santé publique. Et on peut crever de solitude et de Bien sûr. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. L'autodépression, notamment voilà, chez les adolescents post-confinement. On a vu, il y a l'augmentation des dépressions. Il y a par exemple chez des personnes âgées qui n'ont plus de contact. Il y a des choses qu'on voit quand on rend visite à quelqu'un. On voit qu'il y a une petite perte d'équilibre. On a des signes qui font que tiens, on devrait emmener mamie chez le médecin parce que là, ça va pas trop bien. Ça se voit ces choses-là. Mais quand on n'a plus de contact, on perd ces signaux faibles qui permettent de mieux vivre. Oui, bien sûr. Alors, il y a une autre chose dont vous parlez dans le livre, et ça a été un peu le lancement de votre livre en termes de promotion médiatique, non pas voulu par vous, mais une polémique qui, comme souvent, dépasse les gens qui la concernent. Vous parlez du patrimoine, évidemment, dans ce livre, et des églises, et du fait qu'on ne pourra pas toutes les sauver. Et lors d'une émission de France 5, C'est à vous, animée par la charmante Elisabeth Lemoine, vous a été reposé la question de ce sujet développé dans le livre, et vous êtes passé, dans les jours qu'on suivit, les semaines qu'on suivit, pour quelqu'un qui est, entre guillemets, une ennemie des petites églises rurales. Alors, par amitié pour vous, moi j'ai plutôt envie évidemment qu'on en sorte par le haut vis-à-vis des téléspectateurs de Valeurs Actuelles qui évidemment, dont une majorité a plutôt tendance à aimer les églises. Déjà, expliquez-nous quel était le sens de votre propos. Merci d'abord de me poser la question, ça me permet de lever un certain nombre d'ambiguïtés, même d'incompréhension. Bien. On a à peu près un patrimoine de 100 000 bâtiments cultuels en France et de 42 000 églises paroissiales. C'est un patrimoine d'ailleurs qui est dans sa plus grande partie la propriété des communes qui en ont la responsabilité de l'entretien. L'église, ce qui est du patrimoine de l'État, ce sont les 87 cathédrales et assimilées qu'on a dans le patrimoine, et Dieu sait si c'est un engagement fort. Qu'est-ce que je dis ? Je dis que le patrimoine est en grande difficulté
D'abord parce qu'évidemment, il faut l'entretenir, et en particulier le patrimoine cultuel catholique qui se voit abandonné par un certain nombre de fidèles. Il y a la donne écologique, bien sûr, l'accessibilité, le petit entretien, des restaurations parfois massives. Il y a un chiffre très intéressant qui est paru dans Le Monde il y a une dizaine de jours. Rien que sur le plan de la mise aux normes écologiques des bâtiments publics détenus par les collectivités et l'État, 500 milliards d'euros. Wow. Hein. C'est absolument colossal. Le budget de l'armée sur les 5 prochaines années. Non, mais on est dans quelque chose, dans une folie. Et on ne tient pas compte de la restauration patrimoniale. Bien sûr. Non, là, c'est juste de la mise aux uniquement normes. la mise aux normes écologiques. Donc, ce que je dis, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on sauve toutes les églises. Au contraire, moi, c'est une sorte de, je sais pas, de fanal qu'on a au milieu du village. Et François Mitterrand ne s'y était pas trompé quand il avait fait l'affiche de la Force tranquille où il avait mis un clocher. Il sait ce que ça représente dans l'inconscient collectif, même des gens qui ne sont pas croyants. Il suffisait de voir les foules en pleurs devant Notre-Dame de Paris pour voir ce que ça représente. Moi, j'ai été 2 fois avec la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes devant l'incendie qui a terrassé cette cathédrale. Je vous assure que les gens qui étaient là, je pense que la plupart n'allaient pas à la messe, mais l'émotion était considérable. Donc je dis cela, je dis face aux exigences de la défense, de l'éducation, des retraites, de l'hôpital qui va mal, des chars qu'il faut fournir à l'Ukraine, etc. Bon, il va falloir faire des choix. Donc je pose la question et je dis, voilà, est-ce qu'on est prêt à faire ce choix qui représente des dizaines de milliards dans les années qui viennent? Moi, si les Français le décident, moi je ne vois que des avantages à sauver les églises, toutes les églises. Il faut reconnaître aussi que certaines ne sont pas d'une valeur patrimoniale considérable. Donc les Français feront le choix. Alors, est-ce que pour justement aussi... Je permets de dire que ceux qui m'ont défendu, c'est curieusement le journal La Croix qui a dit « Roselyne Bachelot a eu raison de mettre les pieds dans le plat ». Effectivement, je me souviens d'un texte qui était paru à l'époque. Est-ce que pour lever aussi l'ambiguïté, vous pouvez nous dire votre attachement à 1, 2, 3 églises que vous connaissez parce que j'imagine que vous connaissant, vous avez sûrement des lieux qui vous tiennent à cœur. Alors d'abord parce que c'est mon histoire personnelle, c'est la cathédrale de Nevers, puisque je suis né le 24 décembre à minuit. Ce qui nous fait un point commun. Hein. Vous savez que je suis né le 24 décembre aussi. Je sais. 23 heures. Presque la même année, voilà. Voilà, exactement. Le 24 décembre à minuit, et le lendemain matin, le 25, mon père m'a enveloppé, j'étais tout petit bébé de quelques heures. Il a voulu me faire baptiser tout de suite. Et par l'évêque, hein, je crois, directement. Et alors, il est allé sonner au presbytère de l'évêché. L'évêque est resté interloqué de voir un papa avec un bébé si petit dans ses bras, et il a dit à mon père, on va à la cathédrale, et il m'a baptisé, il a voulu me baptiser parce qu'il n'avait jamais baptisé un enfant si petit. Donc je suis profondément attaché à ma cathédrale de Nevers. Il y avait un signe quand même là, c'était quand même assez incroyable. Je suis très attaché aux églises bretonnes. Parce que je les trouve magnifiques. Ces églises en granit, accrochées dans le sol, avec leurs enclos paroissiaux, les calvaires. Il faut évidemment aller en pays Léonard pour voir les plus belles, c'est-à-dire en gros la Bretagne nord, nord-ouest, vers Roscoff, etc. Il y a des merveilles. Des merveilles. Et c'est vrai que avec un style vraiment très typique. Ces églises, elles sont absolument magnifiques parce qu'elles témoignent d'une foi. Je me souviens, ma grand-mère, qui répondait très bien à la fameuse phrase de Pasteur qui « Je suis un homme et j'ai la foi d'un paysan breton, mais si j'avais encore une foi supérieure, j'aurais la foi d'une paysanne bretonne. » C'est une belle phrase que celle de Pasteur. Et donc, ma grand-mère, qui était vraiment
Oui, une catholique fervente. Alors elle allait tous les ans en pèlerinage à Lourdes et elle prenait le train qu'on appelait le train blanc, qu'elle prenait à Quimper et qui allait à Lourdes en passant vers Angers. Et avec maman et la fratrie, on allait ne serait-ce que 5 minutes la voir Ah oui, sur le le quai de quai, la ouais. gare Pour lui souhaiter un bon pour pèlerinage, prier entre ensemble guillemets. avec elle. Ouais. Et puis alors on allait évidemment avec elle au pèlerinage de Sainte-Anne-d'Auray. Il faisait en général, au moment de l'Assomption, un cagnard pas Ah, possible. merci de défendre la météo bretonne. Et je suis voisin, moi, de Sainte-Anne-d'Auray, je suis de Carnac. Donc, il y a un très beau sanctuaire, hein, Oui, une oui. très belle basilique à Ah, mais Sainte-Anne-d'Auray. je crois que les J'ai églises fait ma promesse bretonnes. scout là-bas, voilà. Ouais. Ah. Vous savez, il y a une espèce de petit carrousel Hmm. à l'extérieur de la basilique et donc j'ai fait ma première scout. Le livre que j'ai écrit avant celui-là est consacré à Corentine, consacré à ma grand-mère. Et j'en ai écrit les dialogues en breton. Rassurez-vous, c'est traduit. Ouais. Parce que là, je suis extrêmement attaché à la Bretagne, à cette terre qui a réussi le prodige à avoir une identité absolument extraordinaire. Et d'être très Et ouvert. j'ai trouvé que la République s'était tellement mal conduite vis-à-vis de la Bretagne. C'est absolument, absolument incroyable. Et, et en même temps une grande fidélité à la République. Comme quoi les identités régionales ne sont pas antinomiques avec l'attachement républicain. Et ça, je crois qu'on n'arrive pas à l'accepter, ça me met en colère. J'avais pas forcément prévu de vous poser la question, et pardon si c'est trop intime, mais vous avez la foi aujourd'hui ou- Non, Non. non, non. À la suite d'un certain nombre de choses personnelles sur lesquelles je ne souhaite pas revenir. D'accord. Pour revenir un peu au milieu de la culture, il y a une polémique, entre guillemets, il n'y a pas longtemps, suite au refus du groupe Indochine de venir chanter à Perpignan, qui est une ville dirigée par un maire Rassemblement National, qui est Louis Alliot. Rima Abdul-Malak, donc on va parler tout à l'heure, dans une interview au Monde, la ministre de la Culture actuelle, a dit que pour elle, elle a fait preuve de sectarisme sur d'autres sujets, mais là-dessus, elle a dit c'est pas une bonne manière faite aux Perpignanais, puisqu'il s'agissait de la ville de Perpignan. C'est pas comme ça qu'on lutte contre le Rassemblement National. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces artistes qui boycottent des Alors, villes d'abord, les artistes chantent où ils veulent. Hein, ça, on ne va pas les obliger à chanter, à dire vous devez chanter ci, ça et ça. Bon, mais s'ils chantent à Perpignan ou à Fréjus ou à Hénin-Beaumont, après tout, c'est une rencontre entre un public et des artistes, et moins la politique s'en mêlera, mieux ce sera, je crois. Mais quand on est habitant de Perpignan et qu'on a voté ce qu'on a voté, est-ce qu'on se sent un Je suppose qu'il y a d'autres groupes. Dieu merci, Indochine ne résout pas l'intégralité de l'offre culturelle française. Moi, je vous avoue, ma petite position personnelle, dont tout le monde se fiche comparé à la vôtre, mais... c'est pas vrai. Non, mais je trouve ça un peu humiliant pour les gens qui ont voté ce qu'ils ont voté. C'est leur choix, on est dans une démocratie, et c'est un peu les renvoyer à quelque chose de honteux et de culpabilisant, quoi, mais... Écoutez, Indochine le fait, d'autres viendront dans un festival, et Les vaches seront bien gardées. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez permettre de vous resservir ou vous voulez rester prudente? Alors, peut-être une petite goutte. Toute petite, parce qu'en fait, ça me permettra de faire une belle image. On m'a dit, les gens de la technique avant, ah non mais attends, pourquoi tu l'as servi avant? C'est quand même sympa de voir quand tu le sers. Merci Voilà, Tugdual. pardon. Au beau prénom breton. Merci. Non, on a le sentiment quand même d'un certain sectarisme du monde de la culture avec tout ce qui est à la droite d'Emmanuel Macron, on va dire. C'est une tradition ancrée depuis très longtemps. Et un peu regrettable quand même, parce que les gens de droite ont le droit aussi d'avoir des goûts culturels et d'aimer parfois l'art contemporain, l'opéra, le théâtre, que sais-je. On a eu une petite polémique, et je me souviens, on avait textoté ensemble à l'époque, avec une ancienne stagiaire de chez nous, de Valeurs Actuelles, vous savez, qui avait postulé à l'ARCOM, qui est un organisme qui dépend de l'Opéra de Paris. Et
Et, Ah non, il dépend pas de non, pas à l'ARCOM. L'ARCOM, pardon. À la- L'ARCOM, pardon, c'est le nouveau CSA. Oui, Excuse-moi, c'est je suis, avec À l'ARCOM. l'actu en ce moment, je suis un peu là-dedans. C'est l'organisation qui gère le mécénat pour l'Opéra de Paris. Merci beaucoup. Et dans son entretien d'embauche putatif, il lui a été notifié que quand on est de droite, on postule pas à ce genre de poste. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur le cas de notre chère Adélaïde Barba, qui avait été comme ça recalée d'une institution, alors qu'elle est fan d'opéra? Je peux vous dire que vous auriez beaucoup de choses à vous dire avec elle. Elle s'y connaît extrêmement bien. Je trouve que c'est stupide de la part de la personne qui lui a dit ça. C'est injustifié et maladroit. Et je crois d'ailleurs que, pour ce que j'en sais de l'AROP, ça ne reflétait pas la position de l'institution dont je suis membre. Ah, carrément, je savais pas ça pour le coup. Et donc, c'est important. Mais vous savez, ça m'a rappelé, j'embauche, j'étais ministre de l'écologie, je recherche un secrétaire général, en fait c'était une secrétaire générale pour le ministère, et je reçois une fille tout à fait remarquable qui a d'ailleurs obtenu le poste, et puis nous devisons sur... je l'interroge, elle me répond sur ce que j'attends d'elle au secrétariat général du ministère de l'écologie, et à la fin de l'entretien, elle me dit « Madame la ministre, je suis très ennuyée, vous ne m'avez pas demandé mes opinions politiques. » Je dis « Ça m'est égal. Je m'en contrefiche. Je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, j'ai besoin d'une secrétaire générale compétente. Vous m'avez répondu sur des questions techniques. Je suppose, tel que je vous vois, que vous serez loyal vis-à-vis des options que je défends. Et que, voilà, je vous demande de la loyauté. Et cette loyauté, elle est tout à fait compatible avec le fait d'avoir ses propres opinions politiques. J'ai toujours agi comme ça. Et sans vouloir victimiser les gens de droite, est-ce que vous pensez que c'est quand même un peu compliqué dans certains milieux, quand on est de droite, de pouvoir postuler, de pouvoir... C'est-à-dire, pardon, je vais être un peu vulgaire, les cons sont partout. Il y a aussi des milieux où les gens de gauche ne sont pas très admis. Mais c'est vrai que dans dans certains milieux culturels, il vaut mieux ne pas afficher certaines opinions politiques, oui. Alors, loin de moi l'idée de vous embarrasser, mais... loin de moi, ça, j'aime pas beaucoup ça, parce que ça veut dire que, justement, je vais vous embarrasser. Voilà. La ministre de la Culture qui vous a succédé s'appelle Rima Abdul Malak, et elle a donné 2 interviews qui ont beaucoup fait parler ces derniers temps. Une au Monde le 16 janvier, de mémoire, et une à France Inter, plus récemment, c'était à la mi-février. En gros, dans ces interviews, elle expliquait à quel point CNews et C8 ne respectaient pas la convention qui leur permettait d'avoir le canal de diffusion sur la TNT, et que quand même, quand on regardait bien les médias détenus par Vincent Bolloré, puisque c'était aussi le sujet effectivement de ces entretiens, posaient des problèmes presque démocratiques, parce que on y propageait des messages de haine, et que c'était compliqué pour la ministre de la Culture qu'elle était de ne pas réagir, de ne pas avoir d'avis. Est-ce qu'elle a dépassé son rôle, petit 1, et petit 2, est-ce que c'est vraiment on a un déséquilibre total d'avoir une chaîne vaguement de droite dans le paysage audiovisuel français? Alors, j'ai envie d'abord de faire une note de bas de page. Oui, de principe. Dans ma carrière politique, j'ai eu des prédécesseurs et des successeurs, et je me garde de faire des commentaires désagréables sur mes successeurs. Je connais la difficulté de la tâche, je connais les erreurs de quart qu'éventuellement on peut faire dans une communication, d'incompréhension. Donc, vous me permettrez, je n'éluderai pas la question, mais d'être peut-être en retrait. Je trouve que c'est correct de se comporter de cette façon. Je ne sais pas ce qu'a voulu dire Rima Abdul Malak, mais je sais qu'il y a un principe, c'est la liberté d'expression, qui vient être régulée par une autorité indépendante, une AI, une autorité administrative indépendante. La fameuse ARCOM. La fameuse ARCOM, le CSA regroupé avec l'ADOPI, qui est devenu l'ARCOM, dans une loi d'ailleurs que j'ai défendue.
Et donc, cette autorité de régulation, elle est dans son rôle, elle émet des sanctions, il y a un collège de gens qui y sont nommés, et elle émet éventuellement des sanctions s'il y a des dérapages, parce qu'il faut bien qu'il y ait une autorité de régulation. Donc, moi, ce que j'ai, pendant mon mandat, pendant ma mandature, j'ai évité de m'exprimer sur le fond, parce que sinon, on revient à l'ORTF. C'est-à-dire, c'est le ministre qui dit à la chaîne que ceci, ben cela, ça, c'est arrivé, hein, dans une... C'est arrivé dans une époque antérieure, voilà, où les ministres faisaient passer les communiqués que les journalistes devaient lire à l'antenne. Donc, je crois qu'il faut se garder de venir perturber cette répartition des responsabilités, parce que c'est ainsi qu'on va polluer le système. C'est une autorité administrative indépendante. En aucun cas, il faut laisser supposer que c'est la ministre qui donne des ordres, ou le ministre qui donne des ordres à l'autorité de la concurrence, à l'autorité de régulation qu'est l'Arcom. Je crois qu'on finirait par le payer cher. Donc, voilà. S'il y a des dérapages, ils doivent être condamnés, mais ce n'est pas à nous d'en décider. Est-ce que vous avez peur de Vincent Bolloré, Roselyne Bachelot ? La peur m'est assez étrangère. J'étais sûr que vous me répondriez ça. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop sur Vincent Bolloré ? Non, mais je trouve pas qu'on en fait trop. Le fait qu'il y ait un débat démocratique sur les phénomènes de concentration des médias, concentration à la fois verticale et horizontale, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une concentration qui peut, dans le secteur de la télévision, on est en plein dedans, hein, sur la fusion TF1-M6, ou des concentrations verticales qui fait à la fois des groupes d'édition, des groupes audiovisuels. On peut se poser la question. J'ai répondu complètement sur ces sujets devant la commission d'enquête du Sénat, et je vous y renvoie, parce que c'est des sujets complexes qui méritent de ne pas être traités en une phrase. Moi, je pense que je vous rejoindrai beaucoup de mes positions. De toute façon, j'invite les amis de VA+, à aller regarder les auditions, parce que c'était fabuleux. Hein. L'audition de Xavier Niel était très intéressante. L'audition de Vincent Bolloré était particulièrement piquante aussi, parce que c'est un grand numéro entre lui et David Assouline, un co-rapporteur, je crois, de cette commission d'enquête qui est un socialiste. Et honnêtement, ça va être un très bon spécialiste de l'audiovisuel. Il y a au un Sénat, peu idéologue. Non, mais au Sénat, il faut reconnaître... Oui, il y a des vrais spécialistes. Il y a vraiment des cadors sur les questions d'audiovisuel, peut-être mieux qu'à l'Assemblée nationale, pour tout dire. On espère que les députés ne nous regarderont pas. Vous avez servi un certain nombre de présidents de la République, Roselyne Bachelot. C'est assez rare. Hein. Il y a un journaliste qui m'a dit, mais j'ai cherché, je crois bien que servir 3 présidents de la République... Oui, ça ne doit pas être si courant que ça. C'est rare. Moi, j'ai une question assez simple, au fond, à vous poser sur Emmanuel Macron. C'est est-ce que vous pensez qu'il a changé la France ? La question, c'est de savoir s'il est l'organisateur ou s'il est le symptôme. La France est en train de changer à une vitesse considérable. Et je le dis dans la culture, la révolution écologique, évidemment, on la voit, la révolution numérique qui est en train de pulvériser les pratiques culturelles des Français, la révolution de la répartition des pouvoirs, la volonté des gens de se servir, de se saisir d'un certain nombre d'outils du pouvoir, tout ce qui est, alors on peut être d'accord ou pas d'accord sur les questions de dénonciation des violences sexistes et sexuelles, du mouvement d'égalité entre les hommes et les femmes. Vous savez, je regardais les femmes nommées à la tête d'établissements culturels sous les papes que sont André Malraux et Jacques Lang. Il n'y en a pas. Ce serait insupportable maintenant. Ces révolutions, elles sont à l'œuvre. La France change, l'environnement géostratégique change. Donc Emmanuel Macron, il est d'abord avant tout un homme de son époque. Il est un homme qui porte ces changements plus qu'il les organise. C'est en ça que je dis qu'il n'est pas l'organisateur du changement. Il est celui qui peut adapter ces changements à ce vieux pays ou ne pas les adapter. Mais ce n'est pas lui qui les cause. Je peux vous poser une question horrible ? Quel président avez-vous préféré servir ?
ils étaient très différents. Sur le plan affectif, c'est Jacques Chirac. C'était compliqué de pas l'aimer. Oh bah, En plus, On il a vous a passé- toujours bien traité. on a passé des soirées avec Ouais. Jacques à regarder tous les deux des cassettes de sumo en buvant des gin tonic, Pas qui mal. sont quand même des souvenirs, des souvenirs de C'est pas ma mal, vie. c'est pas mal. Et puis, il y avait entre nous une affection, une amitié. J'ai été sa porte-parole en 2002 à sa deuxième campagne présidentielle. C'est des souvenirs. Peut-être que j'écrirai d'ailleurs quelque chose là-dessus, parce que Spécifiquement sur lui. spécifiquement sur lui. Ouais. Nicolas Sarkozy, c'est vraiment une bête de pouvoir. Il a une capacité à prendre les choses et à les faire changer, c'est-à-dire, c'est vraiment Bonaparte au pont d'Arcole. Moi, je l'ai eu à mes côtés dans la gestion de la grippe A H1N1. Je vous garantis qu'il ne m'a jamais lâché. Il a été d'une efficacité, d'une volonté. On l'a vu d'ailleurs, même ses adversaires ont reconnu que sur la crise financière, il avait été particulièrement pertinent et entraînant pour les autres pays européens. Et si la crise de 2008 a été gérée, c'est sans doute aussi à cause de Nicolas Sarkozy. C'est un garçon très remarquable dans ce fouet, que j'allais dire. Il est sur son cheval et il galope. Emmanuel Macron, c'est très différent. Je peux moins le juger parce que finalement, je n'ai pas été... J'ai découvert Emmanuel Macron. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas vu, j'avais quitté la politique. Et quand je le raconte d'ailleurs dans le livre, quand il me reçoit 2 jours avant la veille de ma nomination officielle, je suis éberlué parce que il est complètement orthogonal avec l'idée que je me fais d'un président de la République, ce jeune homme, dans ce décor complètement rénové de l'Élysée. Et on va vivre une période inouïe. Il reste une énigme. Oui, vous avez partagé quelques moments avec lui. Vous racontez un voyage en Falcon avec Brigitte Macron et lui. Vous racontez des réunions à l'Élysée où il a, entre guillemets, invité de force parfois. Mais voilà, entre guillemets, c'est souvent ce qu'on dit, hein, les gens qui ont travaillé avec Macron, qui le côtoient, à part quelques vraiment très très proches, comme Richard Ferrand. Moi, je n'étais pas une proche. Voilà, hein, ou qui sais-je. Mais c'est quelqu'un de compliqué à décrypter. Oui, Ouais. mais je dois dire que sur la politique culturelle, le sauvetage de la culture, il a 20 sur 20. Hein. Ouais. Là, on ne peut pas dire autre chose. Alors après, moi, j'ai une scène qui m'a fait hurler de rire. En tout cas, puisqu'on imagine, vous voulez négocier un arbitrage, vous voyez bien que budgétaire et que ça va pas bien se passer et vous écrivez à Jean Castex, arrêtez-moi si je me trompe, mais si tu crois que tu t'es payé Roselyne Bachelot juste comme ça gratuitement et que en revanche je vais pas t'emmerder, voilà, et que je vais pas t'emmerder pour avoir des bons arbitrages, tu te fourres le doigt dans l'œil. Il y a un sujet sur lequel je suis obligé de revenir aussi, je pense, par rapport à la curiosité des téléspectateurs de VA+, pour cet entretien, qui, je pense, sont vraiment très contents de vous écouter, parce que, vous voyez, la politique souffre un peu aujourd'hui de gens qui ont des choses à dire et qui ont de la profondeur de champ, et en même temps une certaine culture relationnelle, qui sont capables de raconter la France et les personnages contemporains qui l'ont émaillé. Mais c'est évidemment la scène de Naïsna, puisque vous étiez ministre des Sports à l'époque, de ce fiasco total de l'équipe de France de football qui, pour les plus jeunes d'entre vous, a en gros refusé de descendre du bus et de s'entraîner en pleine Coupe du Monde. Vous avez dit à l'époque une phrase, et vous en parlez dans le livre, qui vous a quasiment été reproché sur fond d'accusation de racisme, puisque vous avez dit des caïds à l'égard de nous, à l'heure actuelle, je pense qu'on dirait des racailles. Des caïds immatures commandant à des gamins apeurés. Ça, c'était en pleine Assemblée nationale. Je vous conseille d'aller regarder sur YouTube la séquence, ça vaut son pesant de cacahuètes aussi. Alors moi, je ne vais pas vous poser une question sur le foot, mais je vais vous poser une question plus générique sur la société. Il y a ce phénomène dans certaines banlieues de violence, quoi. Je veux dire, d'une société effectivement qui a régressé en termes de courtoisie,
de manière de vivre ensemble, puisqu'on parle, tout le monde a cette expression à la bouche, mais en fait, le vivre ensemble, plus on en parle, on a l'impression, moins on le voit. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes de banlieue pour qu'ils s'intègrent mieux, pour qu'ils correspondent plus aux codes sociaux attendus d'une vie en société? Je ne voudrais pas que on cantonne la violence dans notre société à certains groupes sociaux. Moi, je suis frappé dans la vie par la violence. Enfin, je sors de chez moi, je me fais écharper par une trottinette qui déchire mon pantalon, assez coûteux par ailleurs. et je n'ai eu pour toute interpellation, tu peux pas faire attention, la vieille. Je sors de chez moi, je me fais écharper, et je vous garantis que c'était pas un gamin de banlieue. Hein. On est là, on se fait insulter dans des lieux comme le train, comme les transports en commun. Il y a une sorte de violence dans notre société. Les gilets jaunes qui mettaient l'effigie de Brigitte Macron en train de brûler sur une palette. Ce qui s'est passé avec le monsieur Porte qui écrase la tête ensanglantée de Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Monsieur Saint-Toul qui traite le ministre d'assassin. Enfin, cette violence, elle sourd de toutes les pores de la peau de la société française. Alors elle trouve son acmé, son hystérisation dans des groupes plus éloignés du pouvoir, ou qui se sentent, à tort ou à raison, victimisés. Mais je trouve que la société est violente. Quand même, Roselyne Bachelot, je pense que ce jour-là, la phrase a eu beaucoup d'impact, parce que les politiques ne savent pas comment s'adresser aux banlieues. J'ai été accusé de racisme. Sont soit trop précautionneux, soit trop peut-être, effectivement, j'en sais rien, moi, font des amalgames ou des jugements hâtifs. Mais faut aussi savoir mettre des mots sur des attitudes, et c'est vrai qu'en banlieue, notamment, je dis évidemment pas que sur les trottoirs des arrondissements de Paris, on trouve pas des gens non, mais il y a des organisations mafieuses qui se sont développées, qui sont parfaitement documentées et qui font régner la terreur. Et je suis sûr, parce que c'était le même cas quand François Bayrou avait, vous savez, giflé en pleine campagne présidentielle un jeune d'origine maghrébine qui essayait de lui voler son portefeuille, qui lui faisait les poches. Il raconte que beaucoup de gens d'origine immigrée l'avaient félicité en lui disant vous avez raison, faut pas se laisser faire, etc. Et est-ce que vous avez des réactions justement un peu en ce sens suite à cette déclaration, de gens qui vous ont dit c'est bien, en fait, vous avez dit des mots sur les choses? J'ai eu plusieurs réactions. J'ai eu des gens à gauche qui m'ont accusé de racisme. J'ai signalé que le terme de caïd était un terme qui était un terme d'origine arabe, qui faisait partie du patrimoine de la langue française, et que le terme de caïd était tout à fait utilisé, et que je ne vois pas pourquoi on me taxait de racisme. La deuxième réaction a été la réaction des milieux du football, qui ont été alors très... Enfin, ils n'étaient pas trop en position d'être désagréables, parce qu'ils avaient beaucoup de choses à se faire reprocher. Mais vous en remerciez, les milieux du football? Oui. D'accord. Oui. Justement, en termes d'éducation, en termes de signal envoyé. Il faut dire les choses, il faut les décrire telles que je les ai vécues. Ouais. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de décrire les choses. Comment peut-on soigner quelque chose si on ne commence pas par décrire ce qui se passe? Et l'organisation que j'ai trouvée à Naïsna était l'organisation de clans. Ils étaient là, avec des gens qui ne se parlaient pas. Des clans ethniques, des clans oui, relationnels. bien sûr. Avec des caïds à la tête de ces clans. Et vous avez souffert à l'époque pour Yoann Gourcuff qui est un peu une victime expiatoire. J'ai passé des heures à consoler certains dans l'équipe de France. C'est le capitaine de l'équipe de France. J'ai passé, j'allais dire, une nuit en tout bien, tout honneur avec lui, complètement désemparé, désarçonné. C'était terrible. Il y avait des gens très, très malheureux. De voir l'équipe de France se disloquer. Vous savez, j'avais comme conseiller Raphaël Ibanez,
le rugbyman. Ouais, l'ancien rugbyman. Ancien rugbyman. Et il a eu à gérer des crises graves à l'intérieur de l'équipe de France de rugby. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous leur disiez, Raphaël, à vos joueurs quand ça allait mal? Il me disait, je leur disais toujours, comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Et quand je suis allé à Bloemfontein, parce que c'était dingue, Nicolas Sarkozy m'avait dit tu restes en Afrique du Sud, tu vas à Bloemfontein, tu les engueules bien sûr et tu leur dis de gagner. Facile. C'était Sarkozy tout craché. Je suis là, d'abord je vide évidemment les gens de la fédération, de la salle où j'allais à la rencontre des joueurs. Je vide Domenech et les gens de l'équipe de coach. Et là, je les prends en tête à tête et je leur dis comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Et il y en avait qui pleuraient, les yeux étaient humides, parce que tout d'un coup, ils étaient comme des enfants. Quand j'ai parlé d'immaturité, des caïds immatures commandant à des enfants apeurés, c'est exactement ça. Et c'est drôle parce que, vous savez, j'ai souvent, j'en cite des exemples, eu raison sur un certain nombre de sujets et on m'a rendu justice après. Par exemple, de commander des vaccins et des masques. Lors de l'épidémie de H1N1. Il y a certains qui voudraient bien que certaines images de la commission d'enquête de 2009 disparaissent, de 2010 même si plus exactement, votre poste ministre. Disparaissent des radars. Et c'est vrai que après un certain nombre de choses qui sont arrivées, l'histoire de la sextape et d'autres choses, des parties fines avec des prostituées ou d'autres choses dans le milieu du football féminin. Ils nous ont gâtés. Oui, le racket, l'affaire Pogba et tout. Finalement, un certain nombre ont ressorti cette phrase qu'on retrouve évidemment sur les réseaux sociaux de mon intervention à l'Assemblée nationale. Et ils se disent, Bachelot quand même, elle avait peut-être raison. Alors pour conclure cet entretien, Roselyne, déjà vraiment on vous remercie à nouveau d'être venue. On invite tout le monde à se procurer votre livre qui a été réimprimé, donc vous pourrez en retrouver, mais il a été en rupture de stock. Oui, on en est à la 7e réimpression. Voilà, assez longtemps au début. 682 jours, le bal des hypocrites chez Plomb. Moi j'ai une petite question à vous poser pour terminer. Aujourd'hui vous faites beaucoup de médias, vous participez aux grosses têtes sur RTL, dans une super émission le mardi soir qui s'appelle On refait le monde. Avec un certain Tuc Dualdoni. Ah oui, je ne connais pas, mais très bien, ça doit être bien, c'est bien. Ça doit être bien, BFM. Vous avez une vie médiatique très riche, après avoir une vie politique très riche. Quelle est la ligne de force en fait, de votre existence La ligne de force, j'en ai plusieurs. La première, c'est que je veux arriver à ma mort en bon état. Ma réflexion sur la mort est une réflexion qui n'est pas une réflexion triste, est une réflexion qui conduit ma vie. Ensuite, depuis longtemps ? Oui, depuis longtemps. La deuxième, c'est que je refuse de me laisser enfermer dans une case. Je veux écrire. Je veux participer à des émissions. Je pense que j'ai acquis dans cette vie politique où je baigne depuis 40 ans une expérience, ou du moins je peux lancer un certain nombre de débats. Je veux continuer à m'occuper des associations caritatives dont je m'occupe. Je m'occupe de 14 associations caritatives très diverses dans des sujets... Une association qui me tient particulièrement à cœur. J'organise des concerts dans des maisons de retraite pour des personnes atteintes d'Alzheimer. C'est quelque chose qui me tient, qui m'est très cher. Elle a fêté ses plus de 10 ans, cette association. Et voir la lumière se rallumer dans les yeux des personnes âgées déficientes grâce à la musique, grâce au chant, c'est quelque chose d'absolument formidable. Donc je veux continuer à m'occuper de cela, et je veux avoir une vie qui soit une vie utile. Et puis la troisième ligne de force de ma vie, c'est de prendre du plaisir à la vie. Je me méfie des gens qui se sacrifient pour les autres, parce qu'en général, ils leur font durement payer. Donc de la légèreté, de la joie, de l'humour.
vivre chaque minute comme si elle était la dernière. Eh ben, merci beaucoup, Roselyne, pour Merci, Tigual. ce témoignage, cet entretien. Voilà, votre expérience, votre expertise, votre bonne humeur et votre générosité, je le dis vraiment très sincèrement. Et puis merci de nous avoir permis de déguster cette délicieuse Et bonne coulée de Séran. coulée de Comment Séran. Je trouve qu'il y a, en s'ouvrant, il y a une note de noisette là maintenant de noix ouais, même qui peut-être. vient, Oui. qui vient Ah oui, en arôme. mais ça s'est révélé depuis qu'elle est dans le verre. Exactement, exactement. Ça là, c'est la magie des arômes tertiaires dans le vin. Merci à tous. À bientôt pour un prochain numéro de Un verre avec. Et merci d'avoir suivi cet entretien. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée.